Tu es avocat de la défense dans un cabinet minable qui sent le café froid et les rêves avortés. Ta spécialité, défendre des dealers de rue qui ne peuvent même pas se payer tes honoraires déjà pathétiques. Mais aujourd'hui, tout bascule. Un homme en costume 3 pièces entre dans ton bureau et pose une mallette sur ta table. À l'intérieur, plus d'argent liquide que tu n'en as vu de toute ta carrière. L'offre est simple, défendre le baron de la drogue le plus recherché du pays. Tu acceptes sans même réfléchir. Grosse erreur. Ton nouveau client ne ressemble pas aux caricatures qu'on voit dans les films. Pas de cicatrices, pas de tatouages menaçants. C'est un homme d'affaires impeccable qui parle 3 langues et cite Nietzsche entre 2 stratégies juridiques. Il t'explique calmement qu'il ne te demande pas de prouver son innocence. Ce serait ridicule. Non, ta mission est chirurgicale. Transformer un monstre en victime du système. Le dossier d'accusation fait 800 pages. Trafic international, blanchiment d'argent, complicité de meurtre. Les preuves sont accablantes. Des enregistrements audio, des témoignages de repentis, des relevés bancaires qui tracent chaque dollar sale. N'importe quel avocat sain d'esprit conseillerait de plaider coupable et de négocier une réduction de peine. Mais ton client ne négocie pas. Il exige l'acquittement total. Tu passes 72 heures, enfermé dans une chambre d'hôtel, entouré de dossiers et de tasses de café à moitié vides. Ta stratégie ne peut pas reposer sur les faits. Les faits te condamnent. Tu dois construire quelque chose de plus puissant, le doute raisonnable. Et pour ça, tu vas transformer chaque preuve en question, chaque certitude en peut-être. Le procès commence un lundi matin sous une pluie battante. La salle d'audience est bondée de journalistes, de curieux et d'agents fédéraux qui te regardent comme si tu étais toi-même un criminel. Le procureur est une machine de guerre, une femme brillante qui a envoyé 17 trafiquants en prison à perpétuité. Elle ouvre son réquisitoire avec une confiance glaciale, déroulant les crimes de ton client comme une liste de courses. Chaque phrase qu'elle prononce enfonce un clou de plus dans le cercueil de ta défense. Puis, vient ton tour. Tu te lèves lentement, ajustes ta cravate et regardes le jury droit dans les yeux. Pas de notes, pas de prompteur. Juste toi et 12 personnes qui tiennent le destin d'un homme entre leurs mains. Tu commences par une question simple. Et si tout ce que vous venez d'entendre n'était qu'une version des faits? Le premier témoin de l'accusation est un ancien lieutenant du cartel. Un type qui a retourné sa veste en échange d'une réduction de peine de 30 ans à 3. Il débarque à la barre avec l'assurance d'un homme qui pense avoir déjà gagné. Il raconte comment ton client ordonnait personnellement les exécutions, comment il supervisait les livraisons, comment il régnait sur son empire avec une brutalité méthodique. Tu le laisses parler pendant 20 minutes sans l'interrompre. Puis, tu t'approches, sourire en coin. Tu ne poses pas une seule question sur les crimes. À la place, tu sors son blog personnel. Oui, ce génie a tenu un blog où il explique que les reptiliens contrôlent le gouvernement et que la Terre est plate. Tu lis ses posts à voix haute devant le jury, lentement, en savourant chaque phrase démente. Monsieur le témoin, tu affirmes donc que mon client est un criminel dangereux. Mais tu affirmes aussi que le président actuel est un lézard déguisé en humain. Dis-moi, comment le jury peut-il faire confiance à quelqu'un qui ne fait pas confiance à la gravité? La salle explose de rires étouffés. Le procureur bondit, crie à l'objection. Le juge la retient partiellement, mais le mal est fait. Tu viens de transformer le témoin clé en blague ambulante. Sa crédibilité s'effondre comme un château de cartes sous la pluie. Ensuite, l'accusation présente des enregistrements téléphoniques, des conversations interceptées où une voix grave ordonne des transferts de millions de dollars vers des paradis fiscaux. Techniquement, c'est du béton. Sauf que tu as fait tes devoirs. Tu exiges une analyse vocale biométrique certifiée. Elle n'existe pas. L'accusation s'est contentée d'une identification auditive basique. Tu te plantes devant le jury, les bras croisés. Cette voix pourrait être celle de mon client, ou celle du procureur enrhumé, ou celle de n'importe qui dans cette salle avec un larynx et une mauvaise journée. Sans vérification scientifique, ce prétendu enregistrement n'est que du bruit.
Le procureur contre-attaque avec un témoignage dévastateur. Un agent infiltré qui a passé 18 mois dans l'organisation. Il décrit les réunions clandestines, les codes secrets, la hiérarchie militaire du cartel. Son témoignage est précis, détaillé, impossible à démonter. Presque. Tu ne cherches pas à prouver qu'il ment. Tu crées simplement un scénario alternatif. Agent Ramirez, tu affirmes avoir assisté à ces réunions, mais ton propre rapport indique que tu étais sous couverture comme chauffeur. Les chauffeurs attendent dehors, n'est-ce pas? Alors comment as-tu entendu des conversations qui se déroulaient au 3e étage d'un immeuble sécurisé? Il hésite. Juste une seconde. Mais cette seconde suffit. Le doute s'installe comme une fissure dans du verre trempé. Puis vient la pièce maîtresse de l'accusation. Un téléphone saisi lors d'une perquisition, contenant des messages cryptés ordonnant l'élimination d'un témoin gênant. Les experts ont décrypté les codes. Les dates correspondent. C'est du solide. Trop solide. Tu demandes à voir le registre de la chaîne de traçabilité. Ce document bureaucratique ennuyeux que personne ne lit jamais. Et là, bingo. Un trou de 48 heures entre la saisie du téléphone et son arrivée au laboratoire d'analyse. 48 heures, pendant lesquelles n'importe qui aurait pu accéder à l'appareil. Tu brandis le document comme une arme. Mesdames et messieurs du jury, pendant 2 jours entiers, ce téléphone était un fantôme. Aucune signature, aucune supervision. Un flic corrompu aurait pu y installer ses messages. Un rival du cartel aurait pu le trafiquer. L'accusation elle-même aurait pu le manipuler. On ne le saura jamais. Le procureur pâlit. Elle sait ce que tu viens de faire. Tu n'as pas prouvé l'innocence de ton client. Tu as juste rendu impossible de prouver sa culpabilité avec certitude absolue. Les jours suivants se transforment en guerre d'usure. Chaque preuve est décortiquée. Chaque témoin est démoli. Chaque certitude est transformée en hypothèse fragile. Tu ne dors plus. Tu vis de Red Bull et d'adrénaline pure. Ton téléphone sonne à 3 heures du matin avec des menaces de mort anonymes. Ta famille reçoit des lettres inquiétantes. Mais tu ne peux plus reculer. Le moment décisif arrive lors d'un après-midi étouffant. L'accusation présente son atout final. Des relevés bancaires prouvant que ton client a transféré 50 millions de dollars vers des comptes offshore le jour même d'une saisie record de cocaïne. La corrélation est évidente. Sauf que tu as trouvé quelque chose que personne n'a remarqué. Ces transferts ont été effectués depuis une adresse IP située à Miami. Or, ce jour-là, ton client était à Mexico, filmé par les caméras de sécurité d'un hôtel 5 étoiles à 800 km de là. Soit il a le don d'ubiquité, soit quelqu'un d'autre utilisait ses comptes. Le procureur essaie de rattraper le coup en évoquant des connexions VPN et des accès à distance. Mais c'est trop tard. Le doute s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'esprit des jurés. Tu les vois échanger des regards hésitants. Arrive enfin le moment de ta plaidoirie finale. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu cherches à planter une graine d'incertitude si profonde qu'elle pourrira toute conviction. Tu parles pendant 2 heures sans interruption, tissant un récit alternatif où ton client n'est qu'un entrepreneur importateur victime d'un système judiciaire désespéré de trouver un coupable. Le jury se retire pour délibérer. Tu attends dans un couloir glacial, les mains tremblantes, en te demandant si tu viens de libérer un monstre ou de sauver un innocent. La frontière entre les deux n'a jamais été aussi floue. Après 6 heures de délibération, le verdict tombe. Non coupable. Ton client reste immobile pendant 3 secondes entières. Puis il se lève, rajuste sa cravate et sort de la salle d'audience comme un PDG quittant une réunion ordinaire. Pas de larmes de joie, pas d'embrassade théâtrale. Juste la froide satisfaction d'un homme qui savait qu'il avait acheté le meilleur avocat du marché. Tu sors du palais de justice sous les flashs des caméras. Les journalistes te bombardent de questions. Tu ne dis rien, ton téléphone vibre. C'est ton contact au sein du cartel. 3 mots seulement. Dehors. Maintenant. Maintenant. Une voiture noire t'attend au coin de la rue. Tu montes. À l'intérieur, l'atmosphère est électrique. Ton ancien collègue te tend une enveloppe épaisse.
80 000 dollars en liquide. Plus d'argent que tu n'as jamais vu en une fois. Il te serre l'épaule avec un sourire carnassier. Tu viens de prouver ta valeur, champion. Bienvenue dans la cour des grands. La voiture te dépose devant un immeuble luxueux du centre-ville. 20 étages de verre teintés dominant la ville, comme une forteresse moderne. Ton nouvel appartement, 10 fois plus grand que ta vraie maison aux États-Unis. Mobilier design, vue panoramique, tout le confort que l'argent sale peut acheter. C'est magnifique, c'est oppressant. C'est ta nouvelle cage dorée. On te remet un téléphone sécurisé. Tu composes le numéro de ta femme. Elle décroche après 2 sonneries. Sa voix transperce ton armure. Chérie, ça va? Tu as l'air bizarre. Tu mens en regardant ton reflet dans la baie vitrée. Tu lui racontes que le travail est intense, mais que tout se passe bien. Chaque mot te brûle la gorge. Pendant que tu parles, ton collègue s'installe tranquillement sur le canapé en cuir blanc. Il nettoie ses ongles avec un couteau pliant. Le message est clair. Tu raccroches. Le silence s'installe comme du plomb fondu. Ton collègue range son couteau et se penche vers toi. Beau boulot aujourd'hui, vraiment. Mais n'oublie jamais une chose. Il marque une pause pour laisser ses mots s'imprégner. Si tu dis un seul mot de vérité à ta femme, à ta famille ou à qui que ce soit, ils ne disparaîtront pas progressivement. Ils s'évaporeront si vite que tu te demanderas si tu ne les as pas juste rêvés. Compris? Tu hoches la tête. Ta gorge est trop serrée pour parler. Les semaines suivantes deviennent un brouillard de contradictions morales. Tu gagnes procès après procès, libérant des criminels que tu sais coupables. Chaque victoire judiciaire est une défaite personnelle. L'argent s'accumule dans des comptes offshore que tu n'oses même pas regarder. Ta réputation grandit dans le milieu. On commence à t'appeler El Mago parce que tu fais disparaître les preuves comme par magie. Un soir, seul dans ton appartement, tu trouves un morceau de papier glissé sous ta porte. Tu ne l'as pas vu arriver. Personne n'est passé. Le message est écrit en anglais avec une écriture tremblante. Agent infiltré, DEA. Mission compromise. Équipe éliminée. Besoin aide interne. Porte-cravate rouge de main si intéressé. Ton sang se glace. C'est soit un piège élaboré du cartel pour tester ta loyauté, soit une véritable bouée de sauvetage lancée par quelqu'un d'aussi désespéré que toi. Les 2 options peuvent te tuer. Tu passes la nuit à fixer le plafond, pesant tes chances de survie. Le doute ronge chaque cellule de ton cerveau. Aider la DEA signifie une mort certaine si tu es découvert. Mais continuer comme ça signifie perdre le dernier fragment d'humanité qui te reste. À l'aube, tu prends ta décision. Tu fouilles ta garde-robe et trouves une cravate rouge que tu n'as jamais portée. Tu l'attaches autour de ton cou avec des mains qui tremblent. Tu te regardes dans le miroir. L'homme qui te fixe n'a plus rien à voir avec l'avocat idéaliste qui voulait juste sauver ses parents. C'est un fantôme habillé en costume 3 pièces. La journée au bureau est une torture psychologique. Chaque regard te semble suspect. Chaque silence te paraît chargé de menaces. Tu attends un signe, un contact, n'importe quoi. Mais rien ne vient. Absolument rien. Les heures s'écoulent avec une lenteur insupportable. Tu rentres chez toi ce soir-là, retires la cravate rouge et la jettes sur le lit. Ton cœur bat encore la chamade. Tu fouilles machinalement tes poches pour sortir tes clés. Tes doigts touchent quelque chose qui ne devrait pas être là. Un autre bout de papier plié. Impossible. Tu étais seul toute la journée. Personne ne t'a touché. Personne ne s'est approché suffisamment près. Ce type est soit un fantôme, soit le meilleur agent infiltré que la DEA ait jamais formé. Tu déplies le message « Belle cravate, maintenant, au travail ». Et commence alors une danse macabre qui durera des mois. Communication par dead drops dans les toilettes du bureau. Messages cachés dans des tasses de café froissées. Instructions codées, griffonnées au dos de tickets de caisse. C'est dégueulasse, c'est dangereux,
mais c'est efficace. L'agent t'explique le plan. Il ne veut pas les petits dealers, il veut la liste. Pas la liste des employés, mais l'autre, celle qui contient les noms de tous les juges, flics et politiciens sur le payroll du cartel. Cette liste existe sur un serveur sécurisé dans le sous-sol du bâtiment principal. Seules 3 personnes y ont accès, toi, le conseiller juridique en chef, et le comptable qui blanchit l'argent. Le timing doit être parfait. Dans 2 semaines, le cartel organise sa fête annuelle. Alcool à flot, sécurité relâchée, attention détournée. C'est ta fenêtre. Tu dois te faufiler dans la salle des serveurs, copier les fichiers sur une clé USB cryptée, puis la déposer dans les toilettes des cadres à minuit précise. L'agent la récupère et à ce moment exact, une équipe tactique de la DEA débarque. Dans le chaos, tu es arrêté et exfiltré vers une maison sûre. Ça semble simple, ça semble suicidaire. Mais tu n'as plus le choix. Tu griffonnes ton accord sur une serviette en papier tachée de graisse. Ok, minuit, soyez prêts. Tu la jettes à la poubelle et tu pries pour que ta chance tienne encore un peu. La nuit de la fête arrive. Tu portes ton plus beau costume, celui qui coûte 3 mois de salaire d'un honnête travailleur. Tu souris, tu trinques, tu joues ton rôle de conseiller loyal à la perfection. Mais sous ta chemise, ton cœur cogne comme un marteau-piqueur. À 23h45, tu t'éclipses discrètement. Tu descends les escaliers vers le sous-sol, chaque marche résonnant comme un compte à rebours. Tu atteins la salle des serveurs. Tes mains tremblent tellement que tu rates le code 2 fois. 3e tentative. La porte s'ouvre. Tu branches la clé USB. L'écran affiche « Copie en cours, temps restant, 4 minutes ». Ces 4 minutes durent une éternité. Chaque bruit te fait sursauter. Chaque seconde pourrait être la dernière. Enfin, le message apparaît. Transfert terminé. Tu arraches la clé, la glisses dans ta chaussette et remontes en essayant de paraître décontracté. 23h58. Tu entres dans les toilettes des cadres. Vide. Tu caches la clé derrière le réservoir d'eau, exactement comme prévu. Tu te laves les mains en regardant ton reflet. L'homme dans le miroir a les yeux d'un condamné, attendant l'injection létale. Minuit sonne. Rien ne se passe. Minuit 1. Toujours rien. Ton estomac se noue. Quelque chose a merdé. À minuit 3, les lumières s'éteignent brusquement. Des cris éclatent. Des coups de feu. Le chaos total. Mais ce n'est pas le raid de la DEA que tu attendais. C'est pire. Tu sors des toilettes en titubant. Dans le couloir plongé dans la pénombre, une silhouette massive t'attend. Tu reconnais immédiatement ce gorille. C'est l'un des 2 types qui t'ont démoli les côtes il y a des mois. Ton cerveau hurle que c'est fini, que tu es un homme mort. Mais il fait quelque chose d'inattendu. Il t'attrape le bras, pas pour te briser, mais pour te tirer vers une sortie de secours. Vite, on n'a pas beaucoup de temps, souffle-t-il en anglais, avec un accent texan prononcé. Ton monde implose. Le gorille qui t'a torturé était l'agent infiltré depuis le début. Tout ce temps, ton sauveur portait le visage de ton bourreau. Tu cours dans les escaliers, tes poumons brûlent. Derrière toi, les détonations se rapprochent. Tu atteins le parking souterrain. Une camionnette banalisée t'attend, moteur tournant. Tu es à 3 mètres de la liberté. 2 mètres. 1 mètre. Une détonation sèche déchire l'air. L'agent s'effondre devant toi, une fleur rouge s'épanouissant sur sa chemise blanche. Tu te retournes. Ton ancien collègue, celui qui t'a recruté, se tient là avec un flingue fumant. Son visage n'exprime ni colère ni surprise. Juste une déception froide et professionnelle. « Tu sais ce qui me déçoit le plus ?» dit-il en s'approchant lentement. « C'est que je t'aimais vraiment bien, petit. Tu avais du potentiel. » Il arme son pistolet. Mais les règles sont les règles. Le temps se fige. Dans cette fraction de seconde, ta vie entière défile. Ta mère mourante, ta sœur disparue, les mensonges, les victoires empoisonnées,
chaque compromis moral qui t'a mené ici, dans ce parking souterrain qui sent l'huile et la mort. L'agent agonisant tend une main tremblante vers toi. Dans sa paume ensanglantée, la clé USB. Ses lèvres forment un mot silencieux. Cours. Tu as une demi-seconde pour décider qui tu es vraiment. Le lâche qui a toujours choisi la survie? Ou quelqu'un capable d'un dernier acte de rédemption? Ta main se referme sur la clé.